Dans cette deuxième leçon, on va commencer à préparer le terrain pour ensuite commencer l'apprentissage automatique supervisé. Donc, on va présenter l'ensemble de données Iris qui se trouve dans la bibliothèque en ligne dans la bibliothèque scikit-learn. Donc, juste pour offrir ces informations afin que les gens apprennent le machine learning. Donc, on va utiliser ces données pour faire apprendre notre modèle. Ensuite, on va parler de la décomposition PCA ou cette technique très importante avant de commencer l'apprentissage pour notre modèle. Donc, l'ensemble de données sur les iris, donc les iris sont les fleurs, c'est cette fleur-là. Donc, c'est un ensemble de données utilisé la première fois par Fisher en 1936. Donc, il est souvent appelé ensemble de données Anderson sur les iris, du nom de la personne qui a collecté les données en mesurant la taille des différentes parties de l'iris. Donc, vous voyez que c'est un travail sur terrain. Donc, il a pris chaque partie, donc les sépales et les pétales. Donc, en général, ça c'est une fleur. Mais en général, les sépales sont en couleur verte et les pétales, c'est la partie apparente d'une fleur, donc c'est celle qui donne les couleurs. Mais pour celle-là, donc on a la même couleur, sauf à la base il y a une certaine blancheur. Bon, en tous les cas, la différence c'est bien sûr la largeur et les dimensions de chaque sépale et pétale. Les pétales sont moins, concernant la largeur, sont moins grandes, donc plus petites que les sépales. Très bien. Alors, on disait que voilà, donc cet ensemble de données contient des données sur 3 espèces différentes d'iris. On a les Retosa, on a le Virginica et bien sûr la dernière c'est Versicolor. Donc on a 3 espèces de la même famille de fleurs iris. Donc ces données correspondent à la longueur et à la largeur des sépales ainsi que la longueur et la largeur des pétales. Voilà. Donc au final on va avoir un tableau qui contient 4 colonnes. Pour chaque colonne, on a des mesures pour chaque fleur, donc largeur, longueur, pétale, largeur, longueur, sépale. Alors, cette donnée est actuellement utilisée comme exemple, voilà, comme je vous disais, donc pour de nombreux types d'analyses, notamment pour les problèmes de classification, donc qui peuvent être abordés grâce aux méthodologies d'apprentissage automatique. Donc, ce n'est donc pas un hasard si cet ensemble de données est fourni avec la bibliothèque scikit sous forme de tableau NumPy, avec les dimensions de 150 lignes et 4 colonnes. Donc, on va maintenant étudier l'ensemble de données en détail. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va importer la bibliothèque, donc le module dataset de ce qui est scikit-learn. Donc on va l'importer, ensuite on va créer la variable. Donc cette variable, elle va contenir quoi? Elle va contenir les données de fleurs, donc le tableau NumPy. Ok. Donc on va appliquer cette partie. Voilà. Si j'affiche maintenant iris, donc voici le contenu. Donc on a 4 colonnes. Chaque colonne contient largeur, longueur d'une sépale et d'une pétale pour chaque fleur. Hein. Donc chaque ligne est une fleur. Et 4 colonnes pour les caractéristiques de chaque fleur, concernant largeur, longueur des sépales et pétales. Voilà, donc 150 lignes. On a ensuite un tableau, donc target. Ok. Le target, il contient quoi? Il contient tout simplement des sortes de chiffres. Donc ça représente chaque espèce. Donc on a 3 espèces. Donc on a pour chaque espèce le 0. C'est d'après le name, c'est Setosa. Le 1, c'est Versicolor. Et le 2, c'est Virginica. Ok. Donc 3 espèces. Donc on peut utiliser la propriété data. Donc on écrit iris.data, il va afficher que les observations. Si on utilise iris.target, il va afficher ce tableau qui contient des chiffres pour chaque espèce. Et si on utilise la propriété target name, il va afficher les espèces, leur nom.
Ils n'ont pas le numéro associé, l'index associé à chaque espace. C'est ce qu'on va faire. Donc, on va afficher que les données. Donc, on va utiliser iris.data. Voilà, là, il a affiché les données, 150 lignes. On peut afficher les targets, ça veut dire le numéro ou l'index de chaque espace, donc 0, 1 et 2. Voilà. Et on peut utiliser target name. Bien sûr, ce tableau contient 150 chiffres pour 150 lignes. Et iris.targetName, il va afficher tout simplement leur nom, le nom des espaces. Alors, pour mieux comprendre l'ensemble de données, on va bien sûr utiliser Matplotlib pour afficher un graphique. Ce graphique va tout simplement nous donner pour ce premier graphique va concerner, on va utiliser les pétales, ensuite plutôt les sépales. Donc on va utiliser les sépales pour afficher le premier tableau, donc graphique, et le deuxième graphique, on va afficher les pétales. Ok, donc ça veut dire quoi? Sépales, on va afficher pour chaque fleur la longueur et la largeur, ok, des sépales. Donc c'est un graphique 2D. Bien sûr, on va importer Matplotlib, donc PyPlot. On va importer cette fois-ci donc le module patch de toujours la bibliothèque Matplotlib. Ensuite, on va bien sûr importer le dataset, module dataset de scikit-learn. On va charger les données à partir d'Internet. On va créer le X et le Y pour notre graphique, les abscisses et les ordonnées. Donc les abscisses, ils vont contenir quoi? Ils vont contenir iris, notre variable qui contient les fleurs, les observations, donc le tableau NumPy qui contient les caractéristiques de chaque fleur. Mais on va on va manipuler que la partie data. Donc on ne va pas afficher les index pour chaque espèce et le nom d'espèce. On va utiliser seulement data. Bien sûr, entre les crochets, ça c'est le slicing de NumPy. 2 points, 2 points, ensuite virgule, 0. Donc cette partie, c'est les lignes à extraire, virgule, et ça c'est les colonnes à extraire. Donc lorsqu'on écrit 2 points, ça veut dire que vous allez prendre toutes les lignes, puisque cette partie elle est à gauche, donc la partie des colonnes, des lignes. Donc 2 points, ça veut dire que vous allez prendre toutes les lignes, et bien sûr de la colonne 0, donc la première colonne. Donc X, il va contenir quoi? Tout simplement la longueur des sépales. Donc la longueur des sépales, c'est ça. Ça c'est la longueur des sépales, ça c'est la largeur des sépales, ça c'est la longueur des pétales, et ça c'est la largeur des pétales. Donc 2.0, il va prendre toutes ces valeurs, la première colonne. Il va les mettre dans la variable X. Ensuite, Y égale la même chose, mais cette fois-ci 2.1, ça veut dire toutes les lignes toujours de la deuxième colonne. Donc on va Y va contenir la largeur des pétales, des sépales. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement utiliser, créer une variable species égale donc target, donc les 0 et les 1 et 2. Donc 0 pour la première espèce, 0, 2, 1 pour la deuxième espèce et 2 pour la troisième espèce. Donc vous allez voir pourquoi on a créé cette variable. Donc ensuite on va utiliser name. Le name c'est les noms des espèces. Donc iris.targetNames. Donc X il contient la longueur des sépales, Y il contient, bon, on va commencer dès le début. Iris contient tout le jeu de données, donc l'ensemble des caractéristiques de chaque fleur. X il va contenir seulement la première colonne, donc la longueur des sépales, et voilà, sépales, et Y va contenir la largeur des sépales, la deuxième colonne. Species va contenir le tableau qui contient le 0, 1 et 2 pour chaque espèce, et le names va contenir les noms des espèces textuelles. Ensuite, on va mentionner bien sûr le minimum et le maximum pour X et Y. On va les utiliser avec bien sûr la fonction xlimit pour mentionner le minimum du graphique. Il va commencer à partir, donc il ne va pas commencer à partir de 0, il va commencer à partir de xmin. X, c'est les longueurs des pétales, moins, donc le minimum, ça veut dire la plus petite valeur de x, moins 0,5. Donc il va commencer à 0,5 avant le graphique. Il ne va pas commencer à partir de 0.
La même chose avec y. On va l'utiliser avec y limite, donc y min et y max. X min moins 5, c'est le minimum et du graphique, le commencement du graphique, et x max plus 0,5, c'est le maximum. Donc il va dépasser la dernière valeur de x de 0,5, il va commencer juste avant la première valeur de x de 0,5. La même chose avec y. Maintenant, on va créer notre graphique. Donc, on va créer la figure. Hein. Ensuite, bon, on va donner à notre figure ce titre. Ensuite, on va créer, bien sûr, l'axe, donc le graphique avec le type nuage de points, scatter. Donc, pyplot, donc plt.scatter, on va lui donner, passer x, y et species. Species, c'est mentionné pour l'argument C, c'est ses couleurs. Donc, pour tout simplement pour donner pour chaque point, donc nuage de points de chaque espace, une couleur unie. Donc, on va avoir au final plusieurs points dans le nuage, mais avec des couleurs différentes pour chaque espace. Voilà. C'est pour cette raison qu'on a créé la variable species. Donc, pour la passer à l'argument C, ça veut dire color du graphique, donc de la fonction scatter de notre graphique. Bien sûr, X label, on va lui donner les abscisses un titre, les ordonnées un titre. Ensuite, on va mentionner bien sûr les maximum minimum pour chaque axe. Et là, on va faire appel à xtix. Xtix, ça veut dire rien. Donc, il ne va pas afficher les divisions de chaque axe. Voilà. Donc, ensuite, on va afficher le graphique. Donc, on attend qu'il exécute le code. Voilà. Donc, c'est un graphique 2D. Ça, c'est la longueur des sépales, la largeur des sépales, toujours. Donc, ça, c'est la largeur. Ça, c'est la longueur. Et vous voyez, un ensemble de points est coloré. Donc, ça sont les couleurs de chaque espace. OK? Voilà. Bon, première chose, on voit que il y a bien une limite distincte, donc très claire entre l'espace, normalement, ça c'est les premiers espaces, normalement 0 c'est Tosa normalement. Le vert c'est normalement c'est Virginica et le jaune c'est versicolor et Virginica c'est en jaune normalement. Voilà. Donc là, il y a une bonne séparation, mais entre les deux derniers espaces, donc il n'y a pas vraiment une séparation, donc c'est un petit peu mélangé. Voilà, c'est mélangé. Alors, on obtient ce point de nuage. Voilà, les rouges c'est Virginica, donc Virginica Retosa. Ça c'est Retosa. Les points verts, c'est versicolor. Et les points rouges. Ah, les bleus, ça c'est bleu. Non. Voilà, normalement c'est d'après l'ordre. Hein. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher un graphique pour les pétales. Donc la largeur et la longueur des pétales pour chaque fleur et pour chaque espèce. Donc c'est la même chose, hein, le même code. Seulement ici, on va pour le X, on va mentionner 2,2, ça veut dire la troisième colonne, c'est la longueur des pétales. Et Y, c'est 2,3, donc la dernière colonne, c'est pour la largeur des pétales. Voilà, c'est la même chose ici. Donc on change bien sûr le titre et le titre des axes. Et on affiche le tout à la fin. Très bien. Donc là, par contre, on a vraiment une bonne séparation entre une bonne distinction donc entre les dimensions des pétales pour les trois espaces. Voilà. Donc dans ce cas, la distinction entre les trois espaces est beaucoup plus nette. Donc on a trois groupes. Alors maintenant, on va commencer quelque chose de très important concernant l'analyse, plutôt l'apprentissage automatique. C'est ce qu'on appelle la technique PCA. Ok, la technique PCA.
Bon, c'est quoi ça? Ça, c'est une technique utilisée pour, par exemple, réduire les dimensions d'un d'un tableau afin de le visualiser en 3D ou 2D. Par exemple, notre tableau, il contient 4 colonnes. Longueur, largeur des sépales et longueur, largeur des pétales. Donc 4 colonnes. Donc un tableau de 4 dimensions, des 4 colonnes. Donc, est-ce qu'on peut le visualiser? Non. Donc, c'est pas vraiment pratique. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va le redimensionner. Ça veut dire on va le rendre, le, le transformer en un tableau à 3 dimensions ou 2 dimensions pour ensuite l'afficher facilement avec donc Matplotlib. Donc, tout simplement, on va utiliser la technique PCA pour Principal Component Analysis. Donc c'est l'analyse composante principale en français. Elle fait quoi en général? Donc je ne vais pas parler le fond, le cœur, le noyau de cette technique, ce sont des maths. C'est trouver le plus de valeurs dispersées, donc la variance. Ensuite, pour choisir ce qu'on appelle des vecteurs propres et des valeurs propres pour ensuite redimensionner notre tableau en un tableau de moindre dimension. Elle a d'autres rôles, bien sûr, d'autres utilités. Donc, pour l'instant, on parle de ce problème. Donc, comment afficher notre tableau à 4 dimensions dans un visuel, soit 3D, soit 2D, tout en gardant le plus d'informations dans notre tableau. Des informations significatives, sans perdre vraiment la signification ou le sens de nos données. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la transformation, bien sûr, puisque je vais le transformer d'un tableau à 4 dimensions en tableau à 3 dimensions, donc je vais le redimensionner. Et le mot redimensionner, ça veut dire que je vais enlever quelques informations. Alors, comment choisir maintenant quelles sont les informations à supprimer, mais tout en gardant le sens, tout en gardant les informations qui me donnent un vrai sens de mon tableau. Voilà, sans perdre la signification. Donc, comment faire ça? Donc, tout simplement, on va utiliser cette technique de la façon suivante. Par exemple, là, je vais vous donner un exemple pour à peu près comprendre. Par exemple, j'aimerais bien transformer ce graphique 3D en un graphique 2D. Ok? Alors, pour transformer ces données, ce graphique 3D, qui représente bien sûr des données en forme de nuages de points, vous remarquez que j'ai 3 groupes de données, en vert, en jaune et on peut dire violet ou rouge. Violet. Donc, je dois supprimer une dimension pour le rendre 2D. Ok? Alors, comment choisir cette dimension? Comment choisir le résultat qui me donne le plus, donc le moins de données, et tout en gardant la signification, le sens, sans perdre vraiment le sens des données. Voilà. Cette technique, je vais vous donner par exemple une analogie avec un appareil de photo. Voilà. Donc, je prends l'appareil photo et je vais prendre l'axe, je vais me positionner à cet endroit du graphique plutôt. Donc le graphique 3D, je peux le tourner. Donc je vais par exemple, je peux mettre l'appareil photo de cet endroit en face, à droite, à gauche, en haut, en bas, de côté, voilà. Il y a plusieurs positions. Par exemple, je vais le mettre en face, directement de cette façon. Donc je vais avoir ce cliché. Je peux dire que ça, c'est un instantané, snapshot. Donc je prends une photo.
Et cette photo, elle va avoir les deux dimensions. Mais est-ce que c'est faisable? Apparemment non. Pourquoi? Parce qu'il y a un très grand chevauchement entre les données. Donc il n'y a pas vraiment une variance. Les données ne sont pas vraiment éparpillées d'une façon que une donnée ne va pas masquer ou elle va masquer le moins d'autres données derrière. Mais si je prends la photo de cette position, de cet angle, donc vous voyez là qu'il y a peu de données chevauchées. Donc les données sont vraiment éparpillées. Regardez bien cette partie, l'espacement elle est un peu étroit, l'espacement entre les données. C'est vraiment condensé. Hein. Donc ça va, je vais perdre beaucoup d'informations. Donc je vais pas avoir une vue qui m'explique donc mon tableau. Donc, mais de cet angle, l'appareil photo, elle a pris, voilà, un grand espacement. Il y a un grand espacement entre les données. Donc les données sont bien éparpillées. Donc je prends la photo et je peux créer, voilà, un graphique 2D qui va pas prendre toutes les données, mais il va seulement prendre les données les plus importantes, de telle sorte que je vais garder un sens à mon tableau. Voilà. En général, c'est ça. C'est ça cette technique. Bien sûr, au fond, ce sont des fonctions mathématiques, mais en tous les cas, pour juste comprendre le rôle de cette technique, la PCA, donc Principal Component Analysis, c'est ça. Donc, elle va essayer de trouver le meilleur angle qui va non pas prendre toutes les données, mais prendre que les données qui vont garder le sens, garder mon tableau avec le plus d'informations. Ok? Donc, cette technique-là, donc, elle va déterminer les caractéristiques, par exemple, concernant les fleurs, donc le tableau des fleurs, qui ne contribuent pas significativement et les élimine. Donc, voilà, elle va faire le calcul de cette façon. Donc, elle va utiliser la covariance, elle va utiliser la corrélation, donc tout ça pour donner un tableau. Donc, plus la variance elle est grande, plus c'est meilleur. Donc plus les données sont éparpillées, ça veut dire que au final elle va calculer ce qu'on appelle les composantes principales, ou les vecteurs, ces vecteurs, les valeurs de vecteurs, donc sont des donc les valeurs propres, donc indiquent la quantité de variance, ou cette valeur propre, plus elle est grande, plus c'est meilleur, elle va être prise. Donc la PCA est utilisée pour simplification des données, voilà, donc elle va simplifier le jeu de données, alors, un jeu de données complexe, par exemple qui contient beaucoup de caractéristiques. Hein. Donc, par exemple, on a un tableau qui contient des entrées et chaque entrée elle a beaucoup de caractéristiques. Donc, on va enlever les caractéristiques qui n'ont pas vraiment d'importance pour réduire la taille et ensuite l'injecter dans notre modèle pour qu'il apprenne, pour l'apprentissage. Donc la première utilité, c'est simplification des données. Deuxième utilité, c'est la visualisation. Par exemple, il est possible de visualiser des données en 4 dimensions ou plus. Par exemple, 5 dimensions, 6 dimensions. Donc on peut les visualiser dans des graphiques à 3 ou 2 dimensions. Cette technique, elle est utilisée également pour réduire le bruit. Donc en ne retenant que les composantes les plus importantes. Donc elle peut aider à éliminer les bruits des données, c'est-à-dire les variations qui ne sont pas significatives. Elle va également améliorer la performance de notre modèle. Donc un nombre réduit de valeurs peut rendre les algorithmes d'apprentissage plus rapides et moins sujets au surapprentissage. On a déjà vu ça. Donc pour qu'ils ne mémorisent pas les résultats. Sinon, on aura un modèle qui donne de mauvaises prédictions ou classifications. Le processus de l'ACP se déroule généralement en plusieurs étapes. Donc, on a la standardisation des données. Donc, il va tous les centrer. Donc, la moyenne, c'est 0. Et réduire l'écart type. Donc, on va avoir un écart type de 1. Ensuite,
Donc, après la standardisation des données, il va faire le calcul de la matrice de la covariance. Ça, c'est pour donner une nouvelle matrice qui contient donc une mesure de. Il va mesurer la relation entre toutes les paires de variables. Ok? La relation donc entre toutes les paires de variables. Ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? C'est la partie la plus importante. Il va calculer donc les vecteurs et valeurs propres. Donc ça, c'est vraiment le cœur de cette technique. Donc les valeurs propres, c'est quoi? C'est indique la quantité de variance expliquée par chaque composante. Donc les composantes, on va mentionner combien de composantes il va prendre. Par exemple 3D, 2D. Donc d'après par défaut, notre tableau des fleurs, il contient 4 composantes, c'est-à-dire les 4 colonnes. Donc nous, on va mentionner combien de composantes on cherche à faire, donc pour le visualiser ou l'injecter dans notre modèle. Et pour chaque composante, il va calculer cette valeur propre. Donc cette valeur propre, c'est la quantité de variance des données, entre les données. Donc plus elle est grande, plus c'est meilleur. Cette composante, elle est choisie. Et les vecteurs, il va calculer également les vecteurs propres, donc, qui définissent la direction de cette nouvelle composante. Ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va sélectionner des composantes. Voilà. Donc après le calcul de cette valeur propre, il va retenir que les composantes principales qui expliquent une variance significative. Par exemple, une variance qui couvre 95% de la variabilité totale. Donc c'est notre deuxième graphique 2D. Plus il y a une variance entre les données, plus c'est meilleur. Parce qu'il a pris le plus grand nombre. Bon, il a pris que les données les plus significatives. Ok? Il va supprimer le reste, qui n'ont aucune utilité, aucune signification. Donc, on peut dire que c'est du bruit. À la fin, bien sûr, c'est la projection. Donc les données originales sont projetées sur ce nouvel ensemble d'axes. Hein. Donc les axes, c'est les composantes principales, créant un jeu de données de dimension inférieure. Bien sûr, ça sont les étapes. On va pratiquer maintenant. Donc pour la pratique, on va faire appel bien sûr au module PCA. Hein, depuis Scikit-learn, toujours. Donc on va écrire cette ligne de code, on va importer NumPy. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une instance de notre objet PCA, notre classe PCA. Donc on va créer un objet, une variable, qui est l'instance de PCA, qui va faire cette transformation. Donc c'est covar matrix, c'est elle qui va appliquer la transformation de notre tableau iris. Donc notre tableau contient 4 dimensions. Nous, on cherche à réduire les dimensions pour afficher. Voilà. Pourquoi on cherche à réduire la dimension de notre tableau d'origine qui a 4 colonnes? Au début, on a affiché. Voilà. Là, on a affiché que 2 caractéristiques. Ça veut dire la largeur et la longueur des sépales. Ok? Ensuite, on a affiché la longueur et la largeur des pétales. Mais on cherche à afficher un graphique qui va afficher toutes ces caractéristiques ensemble. Donc, longueur des sépales, largeur des sépales, longueur des pétales, largeur des pétales. Donc, 4 dimensions. C'est impossible. Donc, on est obligé d'utiliser cette technique PCA, l'appliquer sur notre tableau pour le transformer en un tableau à 3 dimensions tout en gardant les informations pertinentes, les plus importantes. Après la transformation, on va visualiser notre tableau à 4 dimensions dans un graphique à 3 dimensions. Voilà, c'est ça l'intérêt, par exemple, dans notre cas. Donc, on va appliquer cette technique grâce à la variable l'instance de PCA sur le tableau avec la fonction fit. Donc c'est là qu'on fait, on va pas appliquer la transformation, ok, on va juste calculer
les composantes principales. Voilà. Ça veut dire les valeurs propres, donc les vecteurs, donc pour visualiser le résultat, et ensuite, après, normalement, il y aura la transformation dans un autre code. Ok. Donc là, on va juste appliquer cette technique pour voir les valeurs des composantes principales. Très bien. Donc grâce à à l'appel de la fonction fit sur, bien sûr, notre tableau, les données de notre tableau. Ensuite, on va créer une variable variance. Bon, cette variable, elle va utiliser la fonction, une autre fonction de PCA, de notre variable PCA, qui est explained variance ratio. Donc, cette ligne, elle va nous donner un tableau qui contient normalement. Vous voyez ici, donc, j'ai pas parlé sur cet argument. Donc, lorsque j'ai créé la variable instance de PCA, j'ai passé un argument qui est n component égale 4. Ça veut dire que vous allez créer 4 composantes principales. Donc, normalement, dans la pratique, pour transformer notre tableau 4 dimensions en tableau, par exemple, 3 dimensions, je dois mentionner le chiffre 3. De cette façon, il va calculer 3, il va choisir 3 composantes principales qui vont satisfaire les 15 ou 97% de l'ensemble des données. 80%, c'est pas vraiment significatif, c'est une perte importante des informations. Donc, peut-être qu'on aura des données ou un visuel qui ne va pas vraiment représenter le tableau en entier. Donc, mais dans cet exemple, on a choisi les 4 composantes. Donc, on ne va pas transformer. On va garder toutes les colonnes. Donc, l'intérêt, c'est tout simplement calculer pour chaque colonne, pour chaque composante principale, une valeur. La valeur propre. Donc, c'est la variance entre les données. Donc, pour afficher le résultat de l'application de PCA, juste pour, on peut dire, juste pour simuler la transformation. Donc, il ne va pas transformer, juste pour calculer cette valeur propre, on va utiliser cette fonction. Donc, elle va nous donner un tableau qui contient des chiffres. Et bien sûr, ces chiffres sont des chiffres normalement entre 0 et 1. Donc, ça va être avec la virgule. Donc, pour afficher sous forme de pourcentage, on va appliquer la fonction, la méthode comme un cumul du total appliqué sur appliqué sur la variance. Voilà, la variance qui est le tableau qui contient 4 entrées, puisqu'on a choisi les 4 colonnes de notre tableau original. Donc il va prendre chaque valeur de ce tableau, il va la multiplier par 100, il va prendre 3 chiffres après la virgule. Donc pour donner un résultat qui satisfait cette partie, comme ici, je vous ai dit que couvre 95%. Donc pour avoir un pourcentage, je vais appliquer cette ligne de code et j'exécute. Très bien, c'est bon. Maintenant, je vais afficher la variance. La variance, c'est le tableau qui contient les valeurs pour chaque composante principale. Très bien. La première composante principale, elle a un chiffre, donc 0,92. Donc plus elle est proche de 1, plus elle est utile, elle est prise dans le résultat. Alors là, on a 0,05. Là, on a 0,01 pour la troisième composante. Et la quatrième composante, on a 0,005. Vous voyez qu'il y a un nombre qui est vraiment faible. Maintenant, on va afficher le var pour afficher ce tableau sous forme de pourcentage. Le var, voilà, très bien. Donc, la première composante, c'est 92,5. La deuxième, c'est 97,8. La quatrième, 99,5. La troisième et la quatrième, c'est 100. Alors, c'est quoi ça? Pourquoi on a eu ces chiffres? Eh bien, tout simplement, normalement, lorsqu'on transforme ce nombre en pourcentage, ça va nous donner, bien sûr, le premier, c'est 92,5%. Le deuxième, c'est normalement 5%, 5,3%. Le quatrième, 1,7%. Et le troisième et le quatrième, c'est 0,5%. Mais là, on a obtenu des pourcentages, des chiffres différents, à part le premier. C'est grâce à cette commande, cette méthode de NumPy. Donc, ça veut dire quoi? Cum, sum.
Ça veut dire que vous allez faire le cumul. Donc, cette valeur, elle va rester la même, mais cette valeur, c'est cette valeur plus celle-là. Elle va nous donner 97,8%. Cette valeur, c'est le cumul de tout ça. C'est cette valeur plus ça, plus ça. Ça va donner 90. Et le quatrième, c'est 100%, ça veut dire l'ensemble des composantes. On va avoir 100%, le 100. Mais pourquoi on l'a utilisé? C'est tout simplement pour voir quelles sont les composantes qu'on va prendre et qui vont couvrir les 95 ou plus % des données. Alors, normalement, la première composante, elle peut satisfaire notre objectif. C'est-à-dire que la première composante, elle représente toutes les données de notre tableau. Voilà. Donc, on peut seulement avec une seule composante, dans notre cas, une seule composante, si on prend les valeurs de cette première composante, ces valeurs vont représenter l'intégralité de notre tableau en 4 dimensions. Voilà. Si je veux afficher un graphique 3D, donc je vais prendre les 3 premières composantes pour avoir 3 dimensions. Si je veux afficher un graphique à 2 dimensions, donc je vais prendre les 2 premières composantes principales. Voilà. Très bien. Là. Voilà, tout ça en tous les cas, je l'ai expliqué. Par exemple, si on prend cette deuxième composante seulement, donc cette deuxième composante, elle représente 5,3%. Donc 5,3%, elle n'est pas vraiment, elle ne peut pas représenter l'intégralité des données de notre tableau. C'est faible comme valeur. Donc on ne peut pas compter sur cette composante principale pour dire que voilà, mon tableau, il contient telle information. Alors là, pour celui-là, donc c'est vraiment faible. Il n'est pas représentatif. La seule qui est vraiment représentative, c'est celle-là. Mais le cumul entre les deux, ça va nous donner 97%. Donc déjà, la première, elle est significative. Ok? Elle peut expliquer mon tableau. Voilà le mot. Elle peut expliquer l'intégralité de mon tableau qui a 4 dimensions. Donc une seule composante peut expliquer l'intégralité de mon tableau. Donc si je prends les deux en même temps, ensemble, ça va nous donner 97,8% d'explication. Donc c'est proche de vraiment l'intégralité des données. Donc alors là, si je prends les 3 premières composantes principales, elle va expliquer le tableau donc à 99,5%. Voilà, c'est bon. Si je prends les 4, donc j'ai rien fait comme transformation. Et mon but, c'est de transformer en 3 dimensions pour l'afficher dans un graphique. Alors, pour cela, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais afficher un graphique pour voir seulement le résultat donc, de ces 3 composantes principales. Ok. Donc, je vais appliquer ce code. Hein, il va afficher un graphique et je vais faire une séparation, une ligne verticale. Voilà, celle-là. Donc, ça, c'est la première composante. Elle explique le tableau à 92, normalement 5%, je crois. Voilà, 5%. C'est là, voilà, 92,5%. C'est la première composante. La deuxième composante, cumulée, bien sûr. Parce que la deuxième composante, elle explique que 5% du tableau. Donc c'est faible. Mais cumulée, ça veut dire prise avec celle-là. Donc les deux ensemble peuvent expliquer presque 97, quelque chose pour cent. Et prendre les 3 composantes principales, ils peuvent expliquer le tableau à 99, quelque chose pour cent, le tableau intégral. Donc vous remarquez que plus on avance, plus le graphique devient horizontal. Voilà, donc déjà ça, à partir de là, c'est bien expliqué. Si on prend que celle-là, elle va expliquer bien en clair le contenu de mon tableau. Très bien. Alors, nous, on veut afficher en 3D, donc on va utiliser ce code. Tout simplement, myplot, donc pyplot.
Ensuite, bon, je vais l'afficher en 3D. Donc, on a déjà parlé de ce module Axe 3D, hein, que je vais importer, bien sûr, à, à partir de ce package. Donc, pour afficher un graphique 3D, on a déjà parlé de ça dans une séance précédente. Bien sûr, on va afficher scikit-learn, hein, le dataset, pour importer les données. Et je vais importer, bien sûr, la technique PCA pour, c'est l'intérêt de ce code pour transformer mon tableau 4 dimensions en 3 dimensions et garder que les informations les plus pertinentes pour bien expliquer l'intégralité du tableau. Donc, je peux vous donner un exemple hein, vraiment clair. Par exemple, je prends une société et je vais envoyer un délégué donc, qui va représenter cette société pour marchander avec une autre entreprise, par exemple, pour faire des contrats. Donc si je prends l'employé qui a que, par exemple, 10% de connaissances concernant l'entreprise, comment elle fonctionne, qu'est-ce qu'elle fait, l'effectif qu'elle a, son but, sa matière, en tous les cas. S'il a que 10% de ses connaissances, donc je ne peux pas compter sur lui pour vraiment représenter l'entreprise. Donc je dois envoyer quelqu'un qui a presque en moins de 90% de connaissances sur l'entreprise, comment elle fonctionne, qu'est-ce qu'elle a besoin, qu'est-ce qu'elle a pour objectif, qu'est-ce qu'elle cherche à faire, comment le processus donc métier à l'intérieur, comment ça se passe, les étapes, le, le, le workflow, etc. Donc, je dois envoyer quelqu'un qui a en moins 90% de connaissances sur le fonctionnement de l'entreprise. Donc, voilà. Donc, c'est ça la PCA. Donc, je ne vais pas envoyer toute l'entreprise pour représenter elle-même. Donc, je vais envoyer une seule personne. Donc, j'ai transformé l'entreprise en une seule personne. Et cette personne, normalement, puisqu'elle elle connaît l'entreprise à 90%, donc, je peux compter sur elle, sur cette personne, pour bien représenter et bien marchander avec les fournisseurs ou d'autres voilà, des clients ou des partenaires. Voilà, donc c'est ça la PCA. Très bien. Ensuite, je charge le jeu de données, l'ensemble de données des fleurs. Ensuite, bien sûr, species, hein, c'est pour les couleurs pour chaque donnée. Maintenant, le X. Le X, donc, je vais utiliser l'objet PCA. Donc, c'est une instantiation de la technique PCA. OK. Et je vais lui passer comme argument n nombre de composantes, 3. Donc, il va essayer de calculer 3 composantes principales qui, au moins, doivent représenter l'intégralité de mon tableau. Donc, normalement, je dois avoir un ensemble cumulatif qui dépasse les 90%. Ensuite, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va appliquer la transformation. Donc là, on appelle l'objet, on lui passe argument, donc pour lui dire qu'il va calculer 3 composantes principales, mais il ne va pas se contenter de calculer. Il va ensuite transformer mon tableau grâce à ces 3 composantes principales qu'il va choisir. Voilà, donc directement, le chaînage. Donc, il va calculer les composantes principales. Ensuite, il va transformer le tableau. OK? Ensuite, je vais créer bien sûr une figure. La taille de la figure 8 sur 8. Je vais créer un axe. Cet axe, c'est... Donc, je vais faire appel à add subplot de figure. Bien sûr, 1, 1, 1, ça veut dire un seul axe. OK? Et bien sûr, l'argument le plus important, projection égale 3D pour dire que je vais afficher un graphique 3D. Donc je vais utiliser ça. Donc grâce à ça, donc il va savoir qu'il va utiliser ce module pour afficher le graphique en 3D. Ça c'est le titre du graphique, la taille du police. Ensuite, je vais créer un nuage de points. Scatter, je vais lui passer bien sûr X reduced. Remarquez bien, donc X reduced c'est quoi? C'est un tableau. C'est mon tableau original transformé en 3 colonnes. Voilà. Donc les X,
Donc, puisque j'ai un graphique à 3 dimensions, donc X, Y et Z. Le X, il va prendre toutes les lignes de la première colonne. Le Y, donc bon, c'est Y. Pourquoi? Parce que je vais prendre la deuxième colonne. Donc toutes les lignes de la deuxième colonne. 1. Et le Z, c'est ça. C'est tout ça. Donc il va prendre toutes les lignes de la troisième colonne. Donc ça, c'est la première colonne. Ça, c'est la deuxième colonne. Et ça, c'est la troisième colonne. X, Y, Z. Ensuite, bien sûr, les couleurs pour chaque espèce de fleurs. Alors, bon, ça c'est pour le label, les titres des axes. Et là, c'est pour ne pas afficher, bien sûr, les graduations, donc les tics sur les axes. Donc, je vais exécuter le code. Ah, et voilà le travail. Donc là, il a affiché normalement l'intégralité de mon tableau avec seulement 3 composantes principales, donc en seulement 3 colonnes. La première colonne, la première colonne, deuxième colonne et troisième colonne en jaune. Ok? Est-ce qu'il y a une quatrième colonne? Non. C'est un graphique 3D, non pas 4D. Donc c'est impossible, 4 dimensions. Donc pour les 3 dimensions, donc j'ai 4 colonnes, donc 3 colonnes plutôt, 3 composantes principales. Les valeurs ne sont pas les mêmes, hein. Donc il a fait le calcul pour avoir de nouvelles valeurs qui représentent l'intégralité du tableau. Voilà. Je peux modifier l'orientation, donc je peux par exemple l'orienter de cette façon. Donc je vais ajouter cette ligne de commande, de code. Donc avec bien sûr view init, on a déjà vu ça, donc élévation, et ça c'est l'azimut. L'élévation par rapport à l'horizon, l'azimut c'est donc la rotation. Donc je vais exécuter le code, donc il faut donc toujours mémoriser ce graphique. Je vais le tourner, je vais appliquer une rotation. Une transformation, donc l'axe, c'est un angle, donc je vais voir l'axe de cet angle-là. Donc vous voyez que c'est bien groupé, voilà, c'est bien groupé. Donc la première orientation, c'était pas vraiment clair, la séparation entre les groupes, mais de cette façon, donc c'est clair, la séparation entre les 3 espaces. Je peux utiliser cette orientation. 90 pour élévation, azimut 90. Voilà. Donc une vue d'en haut. Voilà. Voilà. Comme si j'ai pris l'appareil photo donc au-dessus du graphique. Voilà. Ça c'est les X, ça c'est les Y et ça c'est les Z vers nous. Donc, mémorisez bien cette orientation. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais afficher maintenant le graphique en 2 dimensions. Donc, je vais appliquer cette fois-ci la technique PCA, mais avec composante égale 2. Donc, ça veut dire qu'il va calculer 2 composantes principales que je vais les utiliser comme des axes pour créer un graphique à 2 dimensions. Bien sûr, c'est la même chose, sauf que là, la différence est à la place de 3, donc je vais entrer 2. Donc après les calculs, etc., et la transformation, bien sûr, grâce à fit transform, je vais exécuter. Et là, bon, pour le scatter, pour le graphique, je vais passer que X et Y. Hein. Donc 2.0, ça veut dire première colonne, et 2.1, ça veut dire deuxième colonne. J'exécute. Et voilà. En 2 dimensions. Alors, en 3 dimensions, j'ai cette vue. Et en 2 dimensions, j'ai cette vue. Et bien, c'est la même. Ben, c'est ce qu'elle a fait, la technique PCA. Elle a pris l'angle. Donc, elle a vu, comme si elle a vu. Elle a pris une photo du graphique en dessous. Elle s'est placée en dessus du graphique. Elle a pris la photo et elle a remarqué que de cette vue, de cet angle, à partir de cet angle, elle peut prendre le plus d'informations tout en réduisant la dimension. Et elle a transformé
mon tableau en 2 dimensions. Donc c'est ce qu'elle a fait. On dirait qu'elle cherche l'angle parfait qui contient une bonne dispersion. Donc la variance, elle est grande entre les valeurs, tout en réduisant les données pour ne pas prendre toutes les données. Donc elle va prendre que 2 dimensions. Donc 2 composantes principales. Donc voilà. Elle s'est placée de cette façon. Elle a vu que c'est la vue idéale pour une variance importante. Donc un espacement impeccable entre les données et des informations réduites, mais elle va garder que les informations pertinentes. Donc elle a choisi cet angle et elle a affiché. Donc c'est la même chose. Donc la PCA, elle s'est placée à cet angle, élévation 90, azimut 80, moins 90 et moins 90. Hein. Voilà, elle a choisi cet angle pour prendre le plus d'informations significatives tout en réduisant la taille. Donc le reste des informations supprimées, elle les a considérées comme non pertinentes, donc une sorte de bruit. Maintenant, on est prêt pour injecter les informations dans notre modèle d'apprentissage. Bien sûr, on va choisir le modèle pour la classification ou régression, le bon modèle pour ce qu'on cherche à faire. Donc, mais en tous les cas, on va utiliser ce jeu de données et non pas le jeu de données original qui contient 4 dimensions. On va utiliser ce genre de données. Donc, un tableau qui a été transformé avec la technique PCA.